Causerie en air avec Jean-Louis Marquet et Jean-Marc Prince. Bonjour, c'est Jean-Marc Prince au micro. Nous recevons aujourd'hui pour la deuxième fois Monsieur Jean-Louis Marquet, qui fut l'ancien directeur de Radio Andorre, cette radio périphérique qui a émis de 1939 jusqu'à 1981. Alors lors de la première émission, nous avions évoqué son parcours dans le groupe Trémoulet qui était propriétaire de Radio Andorre. Nous avions également abordé les nombreuses difficultés qu'avait rencontrées la station durant les années 60 et notamment l'impossibilité qu'elle avait eue d'augmenter sa puissance et sa couverture en raison de tracas administratifs et juridiques initiés par ceux qui n'avaient jamais cessé de vouloir sa disparition, c'est-à-dire le gouvernement français et les sociétés qu'il contrôlait. Alors si vous avez manqué cette émission, vous pouvez réécouter son podcast sur Mixcloud, sur YouTube et sur mon site akiradioandorra.com. Aujourd'hui, nous allons aborder ces dernières années, marquées par la dénonciation de la convention qui l'a liée à la principauté d'Andorre et qui était à échéance en 1981. Nous allons aborder aussi les projets qu'avait eu la station pour pouvoir poursuivre ou renouveler sa concession et aussi pour pouvoir à nouveau entamer une nouvelle vie avec un émetteur plus puissant et une installation technique plus performante. Alors parmi ces projets, il y eut celui d'un rapprochement avec RTL qui a commencé à se concrétiser d'ailleurs dès 1974. Nous allons voir dans quelles conditions. Mais avant, je voudrais vous dresser un petit peu le décor et vous présenter les différents protagonistes qui vont être les acteurs de cette fin des années 70 et de ce début des années 80. Alors évidemment, les autorités andorranes furent à la fin des années 70 les seules à avoir le pouvoir de décider du paysage radiophonique de la principauté. Et les autorités andorranes, c'était d'abord les deux coprinces d'Andorre, c'est-à-dire le président de la République française, qui de 1974 à 1981 était M. Valéry Giscard d'Estaing, et le deuxième coprince, le coprince épiscopal, qui était l'évêque d'Urgell, depuis 1971, c'était M. Juan Martí y Alanis. Mais si la nouvelle constitution de l'Andorre ne sera signée qu'en 1993, à la fin des années 70 et durant les années 80, les Andorrans veulent s'émanciper de cette tutelle franco-espagnole. Et le Conseil général, qui est en quelque sorte le parlement de la principauté, prend de plus en plus de pouvoir. À partir de 1978, il est dirigé par le syndic général, M. Estanislao Sangra Font. En schématisant, le coprince évêque d'Urgell avait toujours été favorable à Radio Andorre, le coprince français, surtout depuis la Libération, avait été un adversaire farouche de Radio Andorre, car c'était la seule radio périphérique qu'il ne contrôlait pas. Quant au Conseil général, il avait été toujours plutôt favorable à Radio Andorre, mais depuis 1978, il était plutôt partagé sur la question, et son nouveau syndic, M. Sangra, était plutôt hostile à Radio Andorre, contrairement à ses prédécesseurs. Il faut dire qu'après la mort de Franco, les Andorrans avaient retrouvé une certaine autonomie par rapport à l'Espagne. Mais les deux radios qui émettaient sur son territoire étaient encore dirigées par des Français. Et là aussi, cette situation était de moins en moins défendable. C'est ainsi que le Conseil général décida de ne pas renouveler les concessions des deux radios de la principauté, Sud Radio et Radio Andorre, dont les échéances étaient fixées à 1981. Alors je vais vous présenter les autres protagonistes que nous allons évoquer, notamment M. Jacques Trémoulet, qui était le fondateur et président de Radio Andorre, mais jusqu'à son décès en 1971. Il sera ensuite remplacé par M. Jean Delvigne. Alors, Jean Delvigne sera basé à Paris, mais représenté par ses directeurs. À Toulouse, il s'agissait de M. Gilles Marquet, et en Andorre, c'était le frère de M. Gilles Marquet, M. Jean-Louis Marquet, que nous recevons d'ailleurs aujourd'hui. Nous allons citer aussi deux sociétés qui, en vertu de contrats établis en 1961, mais jamais ratifiés, et donc contestés par Radio Andorre, ces deux sociétés sont normalement les représentants officiels des deux stations auprès des autorités andorranes. Alors, la première société contrôle Sud Radio, ça c'est incontestable, c'est la Sophie Rad.
société dont l'État français détient 99% du capital. Il faut noter aussi qu'à cette époque, la Sofirat contrôle aussi Radio Monte-Carlo et Europe 1. La deuxième société que nous allons évoquer s'appelle Eiraza. Alors c'est une société espagnole, filiale, disons entre guillemets, de la RTVE, c'est-à-dire la radio-télévision d'État espagnole. Alors Eiraza est censée, en théorie, depuis 1961, de défendre les intérêts de Radio Andorre. Mais en réalité, comme ce contrat n'a jamais été ratifié, elle n'a jamais eu aucun contrôle sur Radio Andorre, n'a jamais assuré son financement et ses investissements, n'a jamais assuré sa gestion, n'est jamais intervenue dans ses programmes ou ses recrutements. Alors, cette société est en fait une coquille vide, mais avec l'échéance des contrats de concession, elle se reconstitue et entend bien jouer un rôle pour récupérer Radio Andorre. Alors, la Sofirad est représentée par Denis Baudouin à Paris, et Eiraza est maintenant représentée par un certain monsieur Luis Escura à Madrid. Donc si on résume la situation, à part le coprince évêque d'Urgell, au pouvoir de plus en plus limité, Radio Andorre n'a plus que des ennemis qui l'entourent. Le coprince français évidemment, puis plus modérément le conseil général, ensuite la Sofirad, qui est vraiment là l'ennemi historique de Radio Andorre, et maintenant, en plus, Eiraza, qui veut récupérer Radio Andorre au détriment des héritiers de son fondateur. Et pour couronner le tout, la station est dans une situation financière préoccupante depuis le décès de son fondateur, qui assurait seul son financement. Alors, cette situation financière préoccupante est liée au fait que sa zone d'écoute et son auditoire étaient de plus en plus restreints, et donc les annonceurs se faisaient de plus en plus rares. Alors il faut absolument trouver de nouveaux partenaires, dans l'éventualité où il bénéficierait d'un nouveau contrat de concession après 1981. Et parmi ces partenaires éventuels, il y a la CLT. Alors, la CLT, c'est une société luxembourgeoise qui est en fait la maison mère de RTL, la seule radio-périphérie française avec Radio Andorre qui n'était pas contrôlée par la Sofirad. Mais il faut quand même dire que l'État français était aussi représenté au conseil d'administration de la CLT et donc elle n'est pas entièrement libre de ses choix. Voilà donc la situation pour le moins difficile que nous retrouvons au milieu des années 70.
It was, it was, it was, it was, it was save us far, don't you know it? And that same old grave, they call it God's amazing. Oh, amazing. Amazing grace. It was. I want the world to know that it was. It was grace, Lord. Me so saved, so saved, so saved, so saved, so saved, so saved, the and it won't be nothing but that same grace. I know that it won't. It's gonna lead me at mine. Right on, right on, right on, right on, right on, home. Yeah.
C'était Aretha Franklin dans Amazing Grace en 1972. Une version intégrale qu'aucune radio de l'époque ne passait en entier car elle fait plus de 10 minutes. Mais vous avez de la chance, ici notre temps est libre et on se fait donc plaisir. Après ce moment de grâce, j'ai le plaisir d'accueillir au micro monsieur Jean-Louis Marquet, ancien directeur de Radio Andorre. Bonjour monsieur Jean-Louis Marquet. Bonjour Jean-Marc. Jean-Louis, je voulais aujourd'hui aborder avec vous différents sujets, dont un sujet important puisqu'il s'agit de la fin de la concession de Radio Andorre et donc de ses émissions. Mais avant, j'aurais voulu qu'on aborde quelques petits sujets qui n'ont d'ailleurs pas souvent été abordés. Et parmi ces sujets, il y a celui de la location d'émetteurs à des sociétés tierces. En effet, à la fin des années 60 et dans les années 70, Radio Andorre loua la nuit son émetteur onde courte, mais aussi son émetteur onde moyenne à des sociétés extérieures pour des émissions essentiellement religieuses. Alors comment ces émissions étaient-elles diffusées ? Ils étaient principalement diffusés en ondes courtes. C'était des programmes qui nous arrivaient de Paris. Alors c'était à l'époque, dans les années 60, c'était la régie publicitaire de Radio Andorre. Et après, ça a été dans les années 70, ça a été Midi Média. Et ces émissions nous parvenaient sur bande magnétique et étaient principalement diffusées en ondes courtes. Il y en a eu quelques-unes en ondes moyennes, mais ça, c'était pas l'essentiel. Voilà. Donc celle en ondes moyennes était diffusée à la fin des programmes. Oui. Et ce que je voulais savoir, c'est est-ce que vous aviez, vous, un droit de regard sur le contenu de ces émissions ? Est-ce qu'elles étaient écoutées avant d'être diffusées ? Ou bien est-ce que vous aviez une entière confiance dans les sociétés qui vous envoyaient leurs programmes clés en main ? Non, on ne faisait aucun contrôle. C'est, comme je vous l'ai dit, venait de la régie publicitaire de Radio Andorre, qui elle-même faisait ou ne faisait pas de contrôle, mais je pense qu'elle ne faisait pas de contrôle et qu'elle faisait confiance aux fournisseurs des programmes. Oui, d'autant plus qu'elles étaient dans différentes langues. Si je me souviens, il y avait du français, mais il y avait aussi de l'anglais. Des langues scandinaves. Voilà, c'est ça. Donc c'était au niveau de la régie que la sélection était effectuée, la sélection donc, de ces sociétés. Voilà. Donc en fait, c'était comme c'était une location d'émetteurs, en fait, c'était aussi une source de revenus annexe. Oui, tout à fait. Oui. Qui était peut-être, j'imagine, marginal par rapport aux publicitaires. C'était pas très important. Bien. Alors, je voudrais maintenant qu'on évoque la période qui va suivre le décès de Jacques Trémoulet. On en avait parlé dans l'émission précédente. Donc, le fondateur de Radio Andorre meurt en 1971. Et puis, à cette époque, la station semble avoir quand même une situation financière, disons, fragile. Aussi, il y a différentes options qui se présentent, et notamment des prises de participation de sociétés extérieures qui sont envisageables. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont ces options qui se sont présentées après le décès de Jacques Trémoulet, et est-ce qu'il y a eu unanimité dans la famille de Jacques Trémoulet pour une solution idéale ? Non, pas tout à fait. Il y a eu des dissensions, notamment entre les héritiers directs de Jacques Trémoulet et le beau-frère de Jacques Trémoulet, Michel Banel. Michel Banel préconisait des accords avec Europe 1 et Sophie-Rad. Ce qui n'était pas du tout au goût des héritiers Trémoulet. Et en fin de compte, c'est les héritiers Trémoulet qui ont pris la suite, c'est-à-dire monsieur et madame Comminges. D'accord. Voilà. Donc c'était le gendre de monsieur Trémoulet et sa fille. Oui, c'est ça. Et donc, effectivement, la situation n'était pas brillante parce que monsieur Trémoulet, qui avait des affaires un peu partout, faisait face aux besoins de la station si les revenus publicitaires n'étaient pas satisfaisants. Ah oui. Alors que les héritiers Trémoulet n'avaient pas ces possibilités a priori. Donc la période, disons, qui a suivi les années jusqu'en 75 ont été difficiles. Et Jean Delvigne, qui avait reçu pleine confiance et avait été nommé président de Radio Andorre par les héritiers Trémoulet, s'est mis à la recherche de moyens d'accord avec des sociétés ou des partenaires.
Et ça n'a pas été facile. Jean Delving, je le rappelle pour les auditeurs qui nous écoutent, Jean Delving était l'un des responsables de la régie publicitaire de Radio Andorre à Paris. Tout à fait, oui. Donc il a commencé à faire des recherches assez importantes. Il a eu de longues conversations, enfin de longues négociations avec la famille Schlumberger, qui n'ont pas abouti. Bon, donc en dehors de Schlumberger, il a fait des accords avec Antoine Riboud. Cependant, pour que ça aboutisse, Antoine Riboud souhaitait que l'Élysée donne son feu vert. Or, il y a eu un barrage absolument de Jacques Barrot, qui était ministre, et qui a formellement conseillé de ne pas donner cet accord. Donc, on s'est retrouvé à cette époque en situation délicate, d'une part d'accords qui ne se faisaient pas avec des financiers, et d'autre part avec des recettes qui n'étaient pas brillantes. Alors, dans cette période, je crois que c'est un début 74, nous avons fait un voyage, Jean Delving, Joan Sansa, notre avocat espagnol, et moi-même, nous sommes allés à Madrid, où nous avons rencontré d'une part le directeur du patrimoine espagnol et un avocat d'État du ministère des Affaires étrangères, où il a été engagé des conversations pour voir si ils étaient d'accord pour la reprise éventuelle des droits des héritiers trémoulés. Un accord a été trouvé, mais la veille du jour où la famille Trémoulé, enfin les héritiers Trémoulé, devaient se rendre à Madrid, une indiscrétion est parvenue aux oreilles d'Escura, qui a fait un véritable scandale. Donc Escura, on rappelle, c'était le monsieur qui était responsable de Airaza, hein, c'est ça ? C'est ça. Et donc l'affaire a complètement capoté. Alors Jean Delving n'a pas baissé les bras, il a continué à faire des recherches et il s'est rapproché de Christian Chavanon et de Raoul Herman. Deux administrateurs de la CLT. La CLT, c'était la maison mère de RTL. Après de nombreuses négociations, il est arrivé à mettre sur pied un accord par lequel la CLT apportait son aide en matière de matériel, d'émissions, la possibilité pour Radio Andorre d'enregistrer des émissions sur place à Paris, et également la diffusion de chroniques ou de choses comme ça, comme celle de Philippe Alexandre sur les ondes de Radio Andorre. L'accord a été signé en fin de l'année, en décembre 74. D'accord. Donc effectivement, parce que à l'époque, je crois qu'il y avait eu quand même des démentis dans la presse, comme quoi vous étiez rapproché de RTL. Donc là, vous me confirmez que fin 74, il y a eu donc un accord de signé entre donc les époux communs, on va dire, et puis donc la CLT, c'est-à-dire la maison mère de RTL. On est d'accord, hein, fin 74. Également, on a pu profiter également de matériel de la part de matériel basse fréquence principalement, d'un véhicule aussi, des matériels qui étaient réformés pour RTL mais qui faisaient le bonheur de Radio Andorre. Je m'en doute. Donc matériel basse fréquence, c'est-à-dire essentiellement l'équipement du studio à Andorre-la-Vieille. Oui, il y avait principalement une grande console, il y a eu des magnétophones, des choses comme ça. D'accord, ok. Plus les fameux micros qu'on voit sur les photos, qui avaient été hérités d'RTL aussi, ces micros pieuvres là, qui étaient... ça effectivement c'était assez marquant. Alors pour revenir à l'accord avec la CLT, début 75, Denis Baudouin, président de la Sofira, est allé parler à Luis Escura, donc le président d'Airaza, et est allé lui souffler dans les oreilles que RTL avait racheté Radio Andorre. Alors la chose avait été mal interprétée parce qu'il n'a pas tout à fait dit ça, mais Luis Escura, elle l'a interprété comme un rachat. Alors il a rué dans les brancards, il a protesté comme au maximum auprès des héritiers trémoulés, il a fait intervenir Serrano Sounière, et donc, mais il y a eu un démenti comme quoi il n'y avait pas
de vente, De rachat. de vente des droits, mais seulement des accords sur la programmation, le matériel. Voilà. Il avait reçu également, Luis Escura, la confirmation de ces accords de la part du ministère des Affaires étrangères espagnol. Quel était en fait le projet à long terme de tout ça? Bon, donc des accords avec RTL, ok, mais quel était l'intérêt d'RTL de se rapprocher, sinon de racheter, mais au moins de se rapprocher dans un premier temps de Radio Andorre? C'était quoi leur projet en fait à long terme? Je crois que le projet, l'arrière-pensée dans ce projet était que s'il devait y avoir une suite après 81, une suite favorable, RTL aurait pu être intéressé par des émissions qui partent du sud de la France. Je pense que c'était l'idée. Maintenant, c'était un peu un pari risqué, mais vous savez que dans ce domaine, les financiers, s'ils ne parient pas, ils ne gagnent pas. Oui, tout à fait. Oui. Et puis en plus, on était dans une période un petit peu de transition, 1981. C'était effectivement les débuts de la fin du monopole en France, l'émergence des radios libres. On était quand même dans une période mouvante où il était difficile d'avoir un projet à 5 ans ou à 10 ans, dans la mesure où on ne savait pas comment les lois allaient évoluer. Dans ce domaine de rapprochement avec la CLT, il faut noter que on avait prévu, il a été entendu que M. Chavanon rencontrerait l'évêque. Oui. Ce rendez-vous a eu lieu à Barcelone. M. Chavanon s'est déplacé en avion privé et la rencontre a eu lieu à Barcelone. Donc ça, c'est aux alentours de 1975-76, quelque chose comme ça, peut-être, dans ces eaux-là, quoi. Oui, dans ces années-là. C'était en 76. En 76, la décision a été prise de courant en 75 et la rencontre a eu lieu en 76. D'accord, ça s'est bien passé? Ça s'est bien passé, mais on n'était pas dans le secret des conversations. Oui, vous n'étiez pas caché sous le bureau pour écouter la conversation. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre devient s'ébouler. Peu m'importe si tu m'aimes, je m'en fous du monde entier. Tant que l'amour inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous tes mains, peu m'importe les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes. J'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre en blonde si tu me le demandais. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune si tu me le demandais. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi si tu me le demandais. Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi, peu m'importe si tu m'aimes, car moi je mourrai aussi. Nous aurons l'éternité dans le bleu de toute l'immensité, dans le ciel, plus de problèmes, Dieu réunit ceux qui s'aiment.
Hymne à l'amour d'Edith Piaf. Je voudrais qu'on aborde une chose, toujours quand on parlait de RTL. On avait parlé dans la dernière émission que nous avons fait ensemble d'un projet d'émission en ondes longues qui était venu sur le tapis en 1968 et puis que vous aviez finalement abandonné pour diverses raisons. Et il semblerait, enfin la presse à l'époque fait une indiscrétion sur le sujet et évoque effectivement qu'avec RTL il y aurait peut-être la possibilité d'utiliser l'émetteur de Radio Andorre pour les ondes longues. Est-ce qu'il y a eu donc des travaux communs que vous avez effectués vous en tant que directeur technique de Radio Andorre et la direction peut-être technique de RTL, je ne sais pas, sur ce projet d'un émetteur ondes longues? Oui, alors je vous avais parlé déjà d'une préétude concernant des ondes longues où il aurait été, la première chose à faire aurait été de transformer l'émetteur onde moyenne en onde longue. Oui, c'est ça, en utilisant les mêmes antennes en fait, grosso modo. Avec l'arrivée de la CLT, la question est revenue. On a envisagé ça avec le directeur technique Léon Mac de la CLT, ainsi que de Jules Felten, qui était le directeur financier, fils de Mathias Felten, qui a été le fondateur quasiment de RTL, ou pas loin. Voilà, c'est ça. Et la question des ondes longues est venue avec eux, et on a fait des recherches de terrain que j'avais déjà faites moi par le passé. Et avec Léon Mac, on est allé visiter les quatre terrains potentiels avec un Andorran qui est un champion de ski qui nous a traîné sur les plateaux, les hauts plateaux, avec une Range Rover. Et on a fait donc le tour de ces terrains pour voir ce qui était le mieux adapté si on décidait de se lancer dans cette aventure. Mais c'était une utopie dans la mesure où à 5-6 ans de l'échéance, on n'allait pas se lancer dans des investissements. Voilà. D'une part, ça aurait été des investissements colossaux. Il aurait fallu faire la totalité de la station, y compris l'énergie. Et d'autre part, l'accessibilité de ces terrains en hiver est très compliquée parce qu'à 2600 mètres, il y a beaucoup de neige, quoi. Beaucoup de neige. Une alternative a été envisagée, l'installation d'une FM de grande puissance sur le pic le plus haut d'Andorre, Coma Pedrosa. Ah oui, donc en plus de l'émetteur ondes longues, il y avait un projet d'émetteur FM. Oui. Donc en fait, le directeur technique de RTL s'était déplacé en Andorre avec vous pour visiter ce site. Et finalement, alors est-ce qu'il y a un site qui a eu peut-être une chance d'être retenu dans l'hypothèse où un jour la station émettrait en ondes longues, ou vous êtes arrivé à la conclusion qu'il n'y avait aucun site idéal pour émettre? Bon, le site le plus accessible était celui de la Rabassa, qui est au sud, qui est à la frontière avec l'Espagne. C'était le plus accessible, il était à 2000 mètres seulement. Ce n'était pas le meilleur. Le second était le pic Maya, c'est-à-dire juste l'autre côté du col par rapport à l'implantation de la station de Sud Radio, qui est à 2600 et quelques mètres, et qui était le plus accessible en fin de compte, mais qui avait une surface moins disponible pour l'implantation des antennes. Bon, quant aux deux autres, qui étaient meilleurs en termes d'altitude, de dégagement, c'était les plus difficiles en termes d'accessibilité. Oui.
Donc il y a l'accessibilité, il y a aussi la situation il faut quand même qu'on arrose la France en priorité, donc c'est pas toujours évident non plus. Et puis comme vous l'avez dit la dernière fois lors de notre précédente émission, le terrain montagneux et la montagne n'est pas un terrain favorable pour la propagation des ondes et pour surtout l'érection d'un émetteur et son efficacité. C'est le contre-exemple de ce qu'il faut faire. C'est le contre-exemple de ce qu'il faut faire, mais là, on n'a pas le choix, en Andorre, il n'y a que de la montagne, malheureusement. Oui. Il n'y a pas de choix. Mais là, bon, il fallait de toute façon rester dans les limites de la principauté, puisqu'on était toujours encore sous le régime du monopole d'État en France. Donc, il était inenvisageable de monter un émetteur du côté français quand on était dans les années 70. Oui. Voilà. Donc, en fait, si je comprends bien, ce projet avec la CLT et RTL ne s'est jamais concrétisé. De bonne simple raison qu'on rentrait dans une période de négociation pour le renouvellement de la concession, c'est bien ça, et qu'il n'était pas envisageable qu'un quelconque investissement puisse être fait à 5 ans de l'échéance de la concession. Non, c'était pas raisonnable. Mais est-ce que vous aviez envisagé avec RTL que, quand même, je dirais un plan B, c'est-à-dire que, imaginons que vous auriez eu un renouvellement de la concession en 1981, est-ce que vous pensez que RTL à ce moment-là, aurait remis sur le tapis ce projet avec vous et vous seriez lancé donc dans une collaboration beaucoup plus rapprochée et puis effectivement dans l'élaboration d'un émetteur onde longue? C'est-à-dire que dans ce projet, il était possible de transformer l'émetteur existant, oui. 250 kW à Montbovry, de le transformer en onde longue. Et à partir de là, il y avait 2 solutions. Ou bien c'était une fréquence propre à Radio Andorre. Il avait été envisagé la fréquence de 245 kHz, fréquence qui était attribuée au Danemark, mais qui n'était pas utilisée. Ah oui. Ou deuxième solution, qui sur le plan technique posait des problèmes quand même, c'était de prendre la fréquence de la CLT pour conforter la diffusion des programmes de la CLT sur le sud de la France. Simplement avec un risque d'apporter du brouillage dans la zone intermédiaire. Dans certaines zones intermédiaires, et particulièrement la nuit. Alors ça voulait dire aussi que dans cette hypothèse, ce soit exactement le même programme qui soit diffusé, aussi bien au nord qu'au sud, quoi. Oui. Donc en fait il n'y avait plus de radio Andorre, il y avait une radio Luxembourg qui avait un émetteur en Andorre et un émetteur au Luxembourg, dans cette hypothèse. Par la suite, il aurait pu... Mais enfin, si la fréquence n'avait pas été la même, supposons que la fréquence de 245 kHz a été retenue, à ce moment-là, il aurait pu y avoir un programme Radio Andorre normal. Voilà. Donc là, aucune décision n'a jamais été prise, même en tirant des plans sur la comète, sur un choix définitif. D'accord, très bien. Georges Brassens, chanson pour l'Auvergnat. Elle est à toi cette chanson, toi l'Auvergnat qui sans façon m'a donné 4 bouts de bois quand dans ma vie il faisait froid. Toi qui m'as donné du feu quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés m'avaient fermé la porte au nez. Ce n'était rien qu'un feu de bois, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore, à la manière d'un feu de joie. Toi l'Auvergnat, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel au Père éternel. Elle est à toi cette chanson, toi l'hôtesse qui sans façon m'a donné 4 bouts de pain quand dans ma vie il faisait faim. Toi qui m'ouvris ta huche quand les croquantes et les croquants,
Tous les gens bien intentionnés s'amusaient à me voir jeûner. Ce n'était rien qu'un peu de pain, mais il m'avait chauffé le corps. Et dans mon âme il brûle encore, à la manière d'un grand festin. Toi l'hôtesse, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel au Père éternel. Elle est à toi cette chanson, toi l'étranger qui sans façon d'un air malheureux m'a souri lorsque les gendarmes m'ont pris. Toi qui n'as pas applaudi quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés riaient de me voir amener. Ce n'était rien qu'un peu de miel, mais il m'avait chauffé le corps. Et dans mon âme il brûle encore, à la manière d'un grand soleil. Toi l'étranger, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel au Père éternel. Donc on est en milieu des années 75, on est à quelques années de la fin de la concession, enfin de la fin de la concession, de la fin du contrat de concession qui a été signé mais jamais ratifié en fait par les coprinces en 1961. Puisque cette concession avait été en fait initiée par la société espagnole Eyraza, qui était en fait une émanation, on va dire, de la radio-télévision d'État espagnole. Mais la société Eyraza donc avait d'abord signé un contrat avec Jacques Trémoulet pour récupérer en fait les installations techniques, mais ce contrat n'avait jamais été appliqué puisque aucun soutien financier n'était jamais parvenu de la part d'Eyraza pour des travaux, pour les investissements qui avaient été faits sur l'émetteur. Et pendant 15 ans, Eyraza n'est jamais intervenu non plus dans la gestion de la station. Alors, quels étaient les échanges avec Eyraza au milieu des années 70-75, le contrat de concession est de nouveau mis sur la table par le Conseil général? Les rapports avec Eyraza sont nuls, c'est-à-dire ils se limitent à l'envoi de courriers de protestation de la part d'Eyraza quand ils estiment que nous faisons des choses qui ne correspondent pas au contrat, Oui. et que les lettres que nous faisons, que nous devrions faire parvenir à Eyraza, et que, en général, d'une façon générale, nous refusons, estimant que ce n'est pas à nous d'adresser du courrier à Eyraza, Oui. et que le Conseil général n'a pas à nous l'adresser à Radio Andorre. Oui, bien sûr. Donc, on a eu de nombreuses fois où des lettres à transmettre étaient retournées directement au Conseil général. Évidemment, Luis Escura apprenait la chose et protestait fermement en disant que c'était inadmissible, qu'il fallait les envoyer à la RTVE et tout ça. Alors que, comme je crois vous l'avoir dit, Oui. nous prenions systématiquement, quand on envoyait un document, on l'envoyait à l'adresse officielle du siège d'Eyraza, Oui. qui n'existait pas. Qui n'existait pas, voilà, c'était. Qui n'existait pas. Donc on les retournait. On les retournait au Conseil général en indiquant adresse inconnue. Voilà. Alors moi, ce que je voudrais comprendre, c'est que donc le contrat de 61, vous considériez, vous, Radio Andorre, que il n'était pas valide, il était contestable en tous les cas. Oui, la CLT et Radio Andorre ont fait faire une étude par un avocat constitutionnel et qui a indiqué que pour lui ces accords de 61 n'avaient aucune valeur, Oui. que c'était un monstre juridique.
Donc, à partir de là, on pouvait espérer que si un procès était entamé s'il y avait eu une suite en 81, qu'il y aurait peut-être une issue favorable, c'est-à-dire que Aïraza aurait perdu tout droit sur Radio Andorre. Mais ça restait à démontrer, bien sûr. Oui, ça a démontré, ça n'a jamais été démontré en fait. Bon, il y a eu un travail de votre avocat donc sur le sujet, mais ça n'a jamais été porté en justice en fait, si je comprends bien. Oui. D'accord. Et ça veut dire que si ce contrat avec Aïraza avait été jugé non conforme et inexistant, ça mettait en cause aussi le contrat de concession qu'Aïraza avait signé en 61 avec le Conseil général. Oui, tout à fait. Ouais. Donc ça voulait dire, vous, votre position, c'était de considérer à la limite que le seul contrat de concession qui était valable, c'était le tout premier contrat de concession qui avait été signé par Radio Andorre en 1935, je crois, qui était valable, je crois, pour une durée de... je crois jusqu'à 95, grosso modo. Jusqu'à 95. Donc, votre position à Radio Andorre, c'était de considérer que le seul contrat de concession valable était ce contrat de 1935 valable jusqu'en 1995, qui était le contrat officiel. Oui, tout à fait. On peut dire ça. Et le rapport Rivero maintenait cette position. D'accord. Estimait que le contrat de 95 était le seul, de 35, pardon, était le seul valable. C'est ça. Bon, ça j'imagine que c'est un argument qui n'a pas du tout été pris en compte par les autorités andorranes. Non, mais je ne pense pas que les autorités andorranes ont eu connaissance de façon officielle de l'existence ou de la connaissance de ce rapport. D'accord. Du professeur Rivero. Voilà, vous ne l'avez pas rendu public, effectivement. Non. Simplement, ce que nous savons, c'est que Louis Escura a été mis au courant également par Denis Baudouin. Quand il l'a rencontré, il lui a dit qu'il y avait l'existence de cette étude. Voilà, et donc c'est ce qui l'a rendu furieux. D'accord. Comment ça s'est passé en fait? Donc à l'approche de l'échéance du contrat, on va dire, comment Radio Andorre a anticipé en fait et a négocié, je dirais, avec les autorités, qui va d'ailleurs représenter Radio Andorre en principauté pour entamer les discussions avec le Conseil général ou les autorités, et quels vont être aussi vos interlocuteurs du côté des autorités. Aussi bien Jean Delvigne que moi-même, on entretenait des relations très suivies, aussi bien avec la syndicature qu'avec le Conseil général, ou encore avec le représentant du coprince épiscopal, l'abbé Nemessi Marquez. D'accord. Et moi, je le voyais très fréquemment. Je dirais qu'il n'y a pas de semaine qui se passait sans qu'on se voit pratiquement. Et nos rapports avec la syndicature ont toujours été très bons jusqu'à l'arrivée de Stanislas Sangra, qui est arrivé en 78, il a pris ses fonctions en 79, je crois, et qui était beaucoup moins favorable à nos arguments. Tandis que les syndics qui ont précédé, que ce soit Julien Retsch ou les chefs de gouvernement Oscar Riba ou Francesc Cerqueda, on avait de très 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 bons rapports. D'accord. Qui même je dirais, ont été maintenus au-delà, pour certains, au-delà de l'échéance de 81. D'accord. Donc, pour nos auditeurs, on rappelle simplement un petit peu le fonctionnement de l'Andorre. Il y a donc un conseil général, il y a un syndic général qui est en fait une sorte de chef de gouvernement à cette époque, en quelque sorte, si on veut. Et puis il y a un chef d'État. Chef d'État, voilà. Oui. Donc c'est le chef d'État. C'est-à-dire avant la modification de la Constitution, il apparaît comme effectivement chef du gouvernement, mais après il devient chef d'État. Voilà. Et il y a un chef de gouvernement, il y a un premier ministre en quelque sorte qui est à part. Voilà, c'est ça. Voilà.
Mais ça, c'est après les modifications de la Constitution andorrane, quoi. Voilà. Tout à C'est-à-dire qu'à cette époque, dans les années 70, c'est encore les deux coprinces qui représentent officiellement la principauté, quoi. Oui, oui. Mais avec moins en moins de pouvoir, parce qu'il y a une sorte de lame de fond en Andorre, et surtout un mouvement politique qui prône la fin de la dépendance de la principauté avec ces deux coprinces, le coprince épiscopal et puis le coprince français. Et il y a même une tendance à vouloir nationaliser des entreprises, dont la FASA, je crois, qui a été nationalisée par l'Andorre à la fin des années 70. Alors, comment Radio Andorre pouvait se positionner vis-à-vis de ce choix de mouvement, on va dire indépendantiste, c'est peut-être un mot mal approprié, mais enfin cette volonté des Andorrans de s'émanciper de l'influence française et espagnole. Comment Radio Andorre se positionnait vis-à-vis de ça? C'est-à-dire que devant le manque de solutions réalistes, Radio Andorre, sur l'initiative de Jean Delvigne, on a décidé de proposer au Conseil général et à la syndicature que Radio Andorre passe directement sous le contrôle de l'Andorre. Mmh. Alors, ça a soulevé beaucoup de polémiques. Il y avait des pour, il y avait des contre, et il y a eu une séance du Conseil général mémorable où là, il y avait un vote qui devait décider si la solution de Radio Andorre était acceptée ou si elle était refusée. Alors on s'est retrouvé avec une position favorable avant l'élection, avant ce conseil. Oui. Nous avions fait le tour avec Jean Delvigne, le tour des popotes, si j'ose dire, oui. C'est-à-dire des conseillers, quoi, hein. De toutes les paroisses, où on avait rencontré les 4 conseillers de chacune des paroisses. On les avait rencontrés en général au cours d'un dîner, oui. Non pas pour qu'il soit que ce dîner apparaisse comme quelque chose pour les acheter, mais pour oui, je comprends. Oui. C'était un peu la seule façon de pouvoir se réunir. Et au bout du compte, on était arrivé avec un équilibre où on avait 2 voix d'avance sur l'opposition. D'accord. Donc ça voulait dire que pour vous, normalement, si tout s'était bien passé, vous aviez proposé donc une sorte de nationalisation, on peut dire comme ça, des installations, hein, tout en gardant la gestion quand même des programmes, j'imagine, c'est ça. C'est-à-dire que c'est l'équipe en place qui aurait continué à animer et produire les programmes, mais la station serait passée sous la tutelle du Conseil général, quoi. Hein, c'est bien ça. Hein. Tout à fait. Donc là, vous aviez 2 conseillers de plus que la majorité qui était nécessaire pour remporter cette décision. Hein, c'est bien ça. Oui. Voilà. Malheureusement, au moment... c'est pas ce qui s'est passé. Voilà. Bon, d'abord, il y a eu des pressions très fortes sur au moins 2 personnes qui ont retourné leur veste parce que a priori les pressions étaient difficiles à supporter et donc ils ont préféré voter contre. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé le jour de ce vote avec un équilibre de 14-14. Ah oui. Est intervenu alors, il fallait départager, c'est le syndic qui avait ce pouvoir, et il a départagé en faveur de l'opposition, c'est-à-dire du refus de la solution Radio Andorre. Ah oui, donc il suffisait de très peu de choses. Le syndic, c'était le seul qui avait été défavorable à Radio Andorre, puisque ses prédécesseurs, si j'ai bien compris, étaient plutôt favorables. 2, on se retrouve à égalité alors que c'était pas prévu comme ça. Et puis, comme il avait voix double, malheureusement, il a suffi de ça pour que on réponde pas favorablement à Radio Andorre, quoi. Bon, ces informations sont bien sûr arrivées aux oreilles d'Escoura, qui a crié au scandale. Mais ça n'a rien changé, évidemment. Oui, je m'en doute. Donc là, on était quoi, en 79, quelque chose comme ça? C'était quand même 1 an ou 2 avant l'échéance, là. Oui. C'est ça, d'accord.
Et alors, quelle va être la réaction de Radio Andorre vis-à-vis de cette décision du Conseil général En fait, cette décision du Conseil général, c'était finalement une façon de dire que la concession ne sera pas renouvelée à son échéance de 1981. Oui, tout à fait. Voilà. Mais bon, les discussions vont quand même durer jusqu'à 1981, ou alors vous allez rester à attendre que l'échéance arrive tout doucement. Non, plus l'échéance s'approchait, plus les discussions étaient nombreuses. Oui. Et aussi bien pour Jean Delvigne, mais il n'était pas toujours sur Andorre. Les réunions avec le Conseil général ou des conseillers, je dirais, influents, étaient très fréquents. Mm-hmm. Bon, moi j'ai eu des réunions très fréquentes avec d'abord, je vous dis, le représentant du Coprince. Oui. Et puis avec les conseillers et la syndicature, puisque j'étais sur place et que c'était plus facile. Mais à chaque fois que Jean Delvigne venait, et il venait fréquemment, oui, nous avions des réunions fréquentes avec toutes ces personnalités. D'accord. Causerie en air avec Jean-Louis Marquet et Jean-Marc Prince. Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier qui s'enfuit déjà. Oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment. Oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu 2 fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort, de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril, et qu'on vient le soir pour qu'un ciel flamboie. Le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas? Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler. Je me cacherai là à te regarder danser et sourire, à t'écouter chanter et puis rire
Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien, mais ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Jacques Brel, ne me quitte pas. Je crois avoir oublié de vous dire que c'est Jean-Louis Marquet qui assurait toute la programmation musicale de cette émission, chose qu'il n'avait jamais faite d'ailleurs du temps de Radio Andorre, car il n'intervenait pas sur le contenu des programmes, qui était de la compétence du directeur des programmes, qui d'ailleurs laissait cette programmation aux mains de chaque animateur. Alors revenons, si vous voulez bien, à 1981, lors de l'arrivée de l'échéance fatidique. Bon, ça s'est terminé comment finalement, concrètement? Enfin, on a déjà eu l'écho et la vision de Christian Guillard, qui était responsable des informations sur Radio Andorre à cette époque, qui nous a un petit peu raconté en interne comment on s'était perçu au niveau du personnel. Donc effectivement, avec une information qui était donnée par vous-même au personnel qui travaillait en Andorre, et aussi par Jean Delving quand les décisions importantes ont été prises, qui s'était déplacé donc en Andorre pour informer directement le personnel. Mais comment vous avez vécu, vous, les derniers jours, on va dire, donc la fin de la station, ça s'est passé comment exactement? Oh, bien, d'abord, le Conseil général a demandé à Radio Andorre et à Sud Radio de fournir un inventaire complet. Donc, chose à laquelle nous avons répondu immédiatement. Jean Delving a fait une lettre en disant que nous acceptions et que nous allions procurer cet inventaire dans les meilleurs délais. Quant à Sud Radio, eux, ils ont refusé. Dès que Louis Escoura, le président de Aerasa, a appris cette demande de la part du Conseil, il a interprété ça comme la prise de possession des installations de Radio Andorre. D'accord. Et il a fait une lettre de protestation très, très vive, c'était en fin 80. Oui. Il a fait une lettre de protestation très vive adressée au Conseil général en disant que cette lettre, il l'a faite tout début janvier 81, en disant que si le 16 janvier, des fonctionnaires de l'administration espagnol viendrait prendre possession de Radio Andorre. Ah oui, oui, d'accord. Ça c'était le 3 ou le 4 janvier. Le 16 est arrivé, il ne s'est rien passé du tout. Bon, cependant, fin 80, j'essaie de me rappeler correctement, fin 80, dans les derniers jours de 80, il y a 3 fonctionnaires espagnols qui se sont présentés à Radio Andorre en demandant justement à prendre possession de ces inventaires. Ah oui. Oui, j'étais seul, Jean Delving n'était pas là. Je leur ai refusé l'accès à Radio Andorre et l'accès à ces documents. Il y a encore eu des manifestations de la part de Aerasa pour obtenir à son tour les inventaires. Chose que nous avons refusée. Ben oui, je comprends. Bon, au fur et à mesure que les jours passaient, et notamment quand on est arrivé à la date du 25 mars, je suis précis parce que cette date est importante dans cette affaire, c'est-à-dire que ce jour-là, alors que nous étions en réunion, Jean Delving et moi-même, à la syndicature, le secrétariat de Radio Andorre cherchait à nous joindre par tous les moyens, mais il n'y arrivait pas. Et nous avions un rendez-vous, à la suite de ce rendez-vous avec le syndic, nous avions un rendez-vous avec notre avocat. Et lorsque nous sommes arrivés chez l'avocat, il nous a dit, vous avez votre secrétariat qui nous appelle sans arrêt pour nous dire que c'est très urgent, qu'il faut aller voir, prendre contact avec Marc Villa. Marc Villa étant un notaire, je crois que il y avait que 2 notaires en Andorre, c'est un notaire, et il avait une communication à nous faire. Alors cette communication nous apprenait
qu'il avait une requête à adresser à Radio Andorre à la demande de l'administration espagnole. Cette démarche devait être faite par Monsieur Ruiz, qui était l'administrateur des douanes de la CO d'Urgell, des douanes espagnoles. Donc il devait venir prendre possession des installations de Radio Andorre au nom du patrimoine espagnol. C'est-à-dire qu'avec plus de 2 mois de retard, il venait exécuter ce que Ruiz Escura avait annoncé début janvier. Ah oui, d'accord. Bon, nous, on a répondu que Jean Delvigne et moi-même avions de nombreux rendez-vous ce jour-là pour pouvoir pas être présent, oui. Pour ne pouvoir pas être présent pour recevoir M. Ruiz, moi je connaissais personnellement, et qu'on était à leur disposition pour le voir le lendemain à l'heure qui leur conviendrait. Oui. Bon, voilà. Et simultanément, on a appris qu'il avait été nommé un administrateur judiciaire. Il s'agissait en fait d'un jeune avocat espagnol qui habitait Barcelone et dont la décision de la mise en place avait été décidée de façon très rapide par le juge, ce qui de façon tout à fait exceptionnelle. Donc cette personne était venue prendre contact, elle est venue à Radio Andorre très rapidement. Il a pu arriver le 30 ou quelque chose comme ça. D'accord. Donc ça signifiait que dans ce cas-là, vous perdiez tout contrôle et toute mainmise sur le fonctionnement de la station, puisque... Oui, alors cet avocat, ce jeune, alors il faut dire que quasiment simultanément, on a reçu une assignation de la part du bail épiscopal, une triple assignation, Jean Delvigne et moi-même, pour répondre au nom des héritiers trémoulés, où on devait répondre à un long questionnaire pour le lendemain. Ah bon. Donc on s'est rendu à la convocation, et puis bon, en fait c'était un long questionnaire, bon, sans grand intérêt, je pense. Il faut noter que ce jeune avocat s'est montré très maladroit. Et il a commencé par faire une lettre et qu'il a présentée à chaque membre du personnel pour leur demander de la signer, reconnaissant qu'il était le seul et unique responsable directement de la station. Ah oui, c'est pas évident ça. Oui, l'ensemble du personnel a refusé. Ah oui. Et il s'y est pris de telle façon que le directeur des programmes, Arti Parrera, a eu une syncope. Ah oui, carrément. Oui, je comprends. Oui. Bon, il s'y était pris de façon très maladroite. Bon. À la suite de ça, c'était la fin du mois, il est parti en week-end à Barcelone. Entre-temps, nous avions mis en évidence qu'il était au service direct de l'administration espagnole, qu'il était en relation directe avec Luis Escura, et d'autre part avec Fontan, qui était directeur-président de l'ASER, la principale société de radiodiffusion espagnole. Privée, société de radio privée. Bon, on l'a mis en évidence très rapidement, et par conséquent, on a demandé au notaire de le convoquer pour qu'il réponde à un questionnaire que nous avions établi. Donc, quand il a été averti, il était en week-end à Barcelone, et le 1er avril, j'ai essayé de le joindre, impossible, jusqu'à ce que quand même il appelle en disant qu'il venait de donner sa démission. Il avait donné sa démission, il m'a dit, écoutez, je ne peux pas vous dire comme ça ce qui se passe, mais j'espère que vous ne tiendrez pas rigueur de la situation, parce qu'il faut savoir lire entre les lignes, et si un jour on a l'occasion de se voir, je vous en dirai un peu plus. Et vous avez eu l'occasion de le revoir après ? Non, absolument pas. Mais enfin, ce qu'il m'avait dit prouvait bien qu'il n'était pas à l'aise et qu'il avait été en quelque sorte mis dans une situation délicate qu'il regrettait, parce qu'il était certainement honnête, et puis que
Luis Escura ou l'administration espagnole l'avait mis dans une situation délicate. Voilà. Donc il a été remplacé le 2 avril par Monsieur Farras, qui était une personne très connue sur Andorre, un expert comptable de la fabrique de tabac de Julian Reich. Et c'est lui qui est devenu administrateur et qui a procédé donc au paiement des salaires. D'accord. Voilà comment s'approchait l'échéance de la fin du contrat. Voilà, oui, là on était à quelques semaines de la fin du contrat, donc. Quelques semaines, à quelques jours. Quelques jours, oui, oui. Avril, oui. Ça s'est passé le 25. Bon, le 25, le 26 et le 27, tous ces jours-là, on a eu des réunions sur réunions, on n'en sortait plus. The sun died with my love when you left me blue. The summer died too. My love and the sun, it's the same. The sun died. The sun died with my love, and I'm so alone. And yet life goes on. But for me there can be no more dawn. Yesterday, the coldest winter was like spring. I thought my heart would always sing. I thought our love would never end, but that was yesterday. The sun died with my love, and life's all vain. In my heart there's rain, and I know that my soul won't stop crying. Yesterday, when I was looking in your eyes, I thought it was sweet paradise. But love completely changed my life. But that was yesterday. The sun died with my love when you left me blue. The summer died too. My love and the sun, it's the same. My love and the sun, it's the same.
C'était John Baez dans It's to You, Nicolas and Bart. Et puis avant, vous avez entendu la voix chaleureuse de Ray Charles dans The Sunday. Il est mort le soleil. Nous sommes le 2 avril 1981. Et donc la fermeture de l'antenne s'est passée comment concrètement alors? Donc le jour fatidique. Alors le jour fatidique, le bail s'est présenté accompagné d'un huissier. Pour signaler que, en vertu des accords du contrat, c'était le 2 avril, ça. Donc en présence moi-même et de l'administrateur judiciaire, qu'on avait ordre d'arrêter les émissions. Chose que nous avons faite immédiatement. Donc c'est vous qui étiez présent en Andorre ce jour-là. Oui, tout à fait. Votre frère Gilles était présent aussi ou qui votre frère Gilles était présent? Non, il était à Toulouse. Il était à Toulouse, lui. Oui. Et Jean Delving à Paris, j'imagine. Alors Jean Delving n'était pas là, mais quand il est venu dans la semaine, et le Sud Radio avait recommencé les émissions aussitôt. Oui, c'est ça. Et quand Jean Delving est venu, il a adressé une lettre au Conseil général pour leur dire que nous allions reprendre les émissions. Ah oui, il n'y avait pas de raison. Oui, bon. Puisque le concurrent les avait reprises. Oui. Les émissions ont été reprises le lendemain et elles ont été arrêtées le même jour. Mais elles ont été arrêtées dans la soirée. Il s'est présenté le bail avec une fois de plus avec un huissier et un policier. Et bon, donc j'ai rédigé sur le coin d'une table une courte un communiqué. Communiqué pour les auditeurs, quoi. Oui, un court communiqué pour dire que en raison de la fin des contrats avec le Conseil général, nous étions dans l'obligation d'arrêter les émissions et que qu'on arrêtait les émissions. On a fait ce communiqué a été lu en français par Christian Guillard et ensuite en catalan et en espagnol, et on a arrêté après avec l'hymne andorran. D'accord. Okay. Voilà. Vous n'avez jamais gardé la copie de ce communiqué? Oh non, absolument pas. Il y avait 3 lignes, quoi. Et donc là, est-ce que vous aviez encore l'espoir de trouver une solution parce que bon, les choses se sont encore après cette fermeture. Bon, vous êtes là, on peut dire définitivement fermé. Mais est-ce que vous le saviez que ce serait définitif ou est-ce que vous aviez encore l'espoir de pouvoir renaître, on va dire? Jean Delving et moi-même sommes têtus. C'est bien, c'est une qualité. Oui. Nous sommes restés en 80, 82 et même une partie de 83 à chercher des solutions pour rattraper cette situation. Et d'un côté, moi, j'étais sur Andorre, j'avais donc les rapports avec tout ce qui était la syndicature, le gouvernement, ou alors avec le représentant de Mézy Marquès, le représentant du coprince épiscopal, où nous avions continué à avoir beaucoup de contacts, mais ce qui est arrivé de nouveau aussi, c'est que j'avais des contacts fréquents depuis quelques jours avec directement le représentant du coprince français, c'est-à-dire la préfecture de Perpignan. C'est ça. Oui. Alors j'avais des fréquents contacts. J'ai eu des réunions à Perpignan avec Alain Dufoy, qui était le préfet de Perpignan à l'époque, et avec Marty Meffren, qui s'occupait des problèmes de radio sur l'Andorre, et Musitelli, qui était un fonctionnaire, un haut fonctionnaire qui avait été détaché pour voir un petit peu ce qui se passait dans ce domaine. Alors j'ai eu de longues conversations par téléphone, mais je vous dis, j'ai eu des réunions également à Perpignan, et il en ressortait que pour eux, cette affaire avait été une catastrophe mal gérée, que c'était un gâchis, un véritable gâchis pour tout le monde. Bon, ils ont mis 40 ans pour se rendre compte, mais c'était quand même bien de l'entendre dire, je pense, non? Oui, tout à fait, mais c'était trop tard. Bon, je veux dire que l'attitude
de la Sophie-Rad dans cette affaire et ce sont eux qui, en fin de compte, sont responsables de tout. Ben oui, bien sûr. Parce que, à vouloir faire disparaître Radio Andorre au début en créant une station, ils venaient créer une concurrence. Mais cette concurrence n'a pas été honnête, puisqu'ils ne se sont pas arrêtés de faire des coups tordus. Et ça nous a été très défavorable, il faut le reconnaître, mais ça a été défavorable pour eux, puisqu'ils ont disparu de l'Andorre. Ah oui, bien sûr. Bon, eux, ils ont eu la chance de pouvoir se replier en France, qui n'était pas possible pour vous, quoi. C'était pas possible. Non, pour nous, non. Pour l'Andorre, oui. L'Andorre aurait très bien pu, au même titre que Sud Radio ou que RMC ou autres, avoir une émission implanter des émetteurs FM. Oui. Bon, ils ont certainement manqué une occasion. Là. Enfin, ils l'ont fait beaucoup plus tard, mais en attendant, ils auraient pu aussi avoir une fréquence onde moyenne qui, à l'époque, quand même, leur permettait d'être entendus en dehors de la principauté, quoi. Oui, il faut pas oublier que 81, c'est le grand tournant en France pour la libération radio, des ondes. Libéralisation des FM, etc. Donc, je vous ai parlé, moi, de mes rapports plus récents avec la préfecture de Perpignan. J'ai eu davantage de réunions que je n'en avais jamais eu auparavant. Quant du côté parisien, Jean Delvigne se démenait encore. 81, c'est changement de président de la République. C'est Mitterrand qui arrive au pouvoir. Situation différente également dans les rapports. Donc Jean Delvigne noue de nouveaux rapports. Et des jeunes avec Hubert Védrine le 11 juin 81. À l'occasion de ce déjeuner, ils mettent au point, ils prévoient une réunion avec beaucoup plus de partenaires, et celle-ci se tient le 24 juin à l'Élysée, en présence d'André Rousselet, Hubert Védrine, Maître Colliard, de Alain Dufoy, le préfet de Perpignan, de Marty Meffren et de Musitelli. Bon, cette réunion n'aboutit à rien de concret en fait, mais elle est suivie de plusieurs réunions qui se tiendront également à l'Élysée avec quelques-uns de ses partenaires, enfin de ces personnes. Voilà. Mais l'objet de cette réunion, c'était quoi ? C'était quoi le projet en fait, ou la solution ? Voir s'il était certainement possible de trouver une solution pour que l'Andorre accorde une nouvelle concession, ce qui était un petit peu une utopie. D'accord. Voilà. Donc l'affaire s'est close de cette façon. Mais enfin, je vous dis, tout 81 et tout 82, on a continué à avoir des relations avec les autorités andorranes pour voir si quelque chose pouvait évoluer. Bon, écoutez, d'abord, je veux signaler qu'en 83, j'ai été très occupé parce que j'ai installé une station de télévision à Montserrat. J'ai été près de 6 mois aux Antilles en 2 voyages, mais ça n'a pas empêché qu'un beau jour, j'ai reçu un appel du président de l'ACER, M. Fontan. On rappelle que c'est une société privée de radio espagnole, qui est la plus puissante, je crois, sur le territoire espagnol. Qui m'a demandé de bien vouloir assister à une réunion à Madrid, et en présence du directeur de la radio CER de Barcelone, de Fontan lui-même, et de Marcel de Castro, directeur, président de Radio Minuto, qui est une radio de Barcelone, ancienne radio de Badalone, qui avait appartenu pendant un temps à Jacques Trémoulet. Oui, c'est ça, oui. Et qui était un ancien collaborateur, Marcel de Castro, qui était un ancien collaborateur de Radio Andorre. De Radio Andorre, oui. Et de Radio Tanger, de Radio Africa. Africa. À Tanger, oui. Il faisait partie de l'équipe qui était venue de Tanger. Voilà, et il avait repris donc la régie de Radio Badalone et puis il l'avait transformée en Radio Minuto, hein, c'est bien ça. Hein. Oui, c'est ça. D'accord. Et à noter que donc M. Fontan voulait étudier la possibilité de monter une radio
en Andorre, non pas pour émettre en Espagne, parce qu'il y avait la couverture espagnole en matière de radio était bien sûr suffisante, oui, beaucoup plus en avance qu'en France. Mais ça aurait été une radio pour émettre en français. D'accord. Bon, moi je lui ai pas apporté beaucoup d'encouragement. Et puis bon, l'affaire en est restée là parce que je ne vais pas aller plus loin. Je lui avais demandé, mais pourquoi vous ne demandez pas, vous entendez pas avec Eraza? Il m'a dit, vous rêvez? Il me dit, Luis Escura est infréquentable. D'accord. C'est vrai qu'ils n'étaient pas du tout dans le même camp du côté espagnol. Non. Voilà. Deux grandes voix du jazz, Ella Fitzgerald et Louis Armstrong dans Summertime. And the cotton is high. Oh, your daddy's rich and your ma is good looking. So hush, little baby, don't you One of these mornings, you're gonna rise up singing. Yes, you spread your wings and you take to the sky. Till that morning, there's nothing can harm you. Yes, with Daddy and Mommy standing by. Fish are jumping and the cotton is high.
pictures of the smiles we left behind, smiles we gave to one another for the way we were. Can it be that it was all so simple then? Or has time rewritten every line? If we had the chance to do it all again, tell me, would we? Could we? Memories may be beautiful, and yet what's too painful to remember, we simply choose to forget. So it's the laughter we will remember whenever we remember the way we were, the way we Barbara Streisand, The Way We Were. Vous en regardez quoi comme souvenir de cette époque, Jean-Louis Marquet? Vous savez, bon, on vit au jour le jour. Il y avait du haut, il y avait des bas. Quand on a appris, enfin, que j'ai appris que on allait développer la station, etc. C'était très très intéressant. Parce que bon, c'était mon véritable métier, puis mettre une nouvelle station avec une grande puissance et tout ça, ça représentait beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, mais des choses intéressantes. Et puis après, il y a les jours où ça va beaucoup moins bien, le jour où on vient de vous annoncer qu'on ne peut pas le faire. Voilà. Et puis bon. Mais enfin, je garde de cette période de Radio Andorre dans l'ensemble de bons souvenirs. Et puis d'excellents rapports avec de nombreux Andorrans, particulièrement l'élite des Andorrans, la syndicature, tout ça, puisque je vous ai dit, même après la fermeture, et bien après la fermeture, on a eu des rapports, des dîners avec certains de ces conseillers, chefs d'État ou autres. Est-ce qu'il y a quand même un petit peu d'amertume, non, sur la façon dont ça s'est terminé? La fermeture de Radio Andorre, effectivement, il y a de l'amertume. L'ensemble du personnel nous a toujours soutenus, à part évidemment une ou deux taupes dont on connaissait l'existence et à qui parfois on a fait passer des messages pour que, laisser croire qu'ils découvraient des informations alors qu'on les avait orientés. D'accord. Donc en fait, il travaille en fait concrètement pour l'Espagne, quoi, en fait. Oui. Et voilà. Les rendez-vous avaient lieu parfois à la CO d'Urgell, parfois avec des dîners avec Luis Escura, donc on était parfaitement courant. Bon, enfin, il valait mieux être au courant et de maintenir
la personne à son poste. Oui, comme ça on fait passer les messages qu'on veut faire passer. Oui, et puis en même temps, de le remplacer par un autre dont on n'aurait pas connu l'existence aurait été plus dommageable. D'accord. Voilà, donc l'ensemble, je crois que une grande partie du personnel nous a maintenu sa sympathie aussi bien à Jean Delving qu'à moi et à mon frère. Oui. Mais évidemment, il y en a quelques-uns qui ont dû avoir de la rancœur, certainement. Donc vous m'avez dit que vous êtes retourné à plusieurs reprises en Andorre après la fermeture de Radio Andorre, parce que vous avez gardé des contacts, on va dire amicaux, je dirais avec certaines autorités. Est-ce que vous retournez encore en Andorre assez fréquemment ? Bon, écoutez, à mon âge, je voyage plus beaucoup. Oui, je comprends. Et je suis retourné en Andorre depuis, bien sûr, d'autant plus que mon épouse a de la famille en Andorre, qui habite à Saint-Julia. On a conservé de bons rapports avec plusieurs employés de Radio Andorre, d'autres personnes qui n'avaient rien à voir avec Radio Andorre, et également avec les personnalités. Simplement, je suis jamais retourné à la station depuis que Radio Andorre est fermée. J'y retournerai, si je devais aller en Andorre, j'y retournerai, puisqu'il paraît qu'elle a été bien restaurée. Donc vous n'avez jamais eu l'occasion de revoir ce bâtiment où vous avez travaillé pendant plus de 20 ans dans sa nouvelle configuration restaurée. Non, j'ai pas eu. Ça me plairait de le revoir. Je comprends bien. Et je ne fais plus de route. Ben oui. On peut savoir votre âge exactement, Jean-Louis ? 91 ans. 91 ans. This is my island in the sun, where my people have toiled since time begun. I may sail on many a sea, her shores will always be home to me. Oh, island in the sun, built to me by my father's hand, all my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sand. When morning breaks the heaven on high, I lift my heavy load to the sky. Sun comes down with a burning glow, mingles my sweat with the earth below. Oh, island in the sun, built to me by my father's hand, all my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sand. I see women on bended knee, cutting cane for their family. I see men at the waterside, casting nets at the surging tide. Oh, island in the sun, built to me by my father's hand, all my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sand. Sad the time I'll ever miss the gay-colored skirts as they turn and twist. Let me always hear soft guitars and a maiden's voice beneath the thousand stars. Oh, island in the sun, willed to me by my father's hand, all my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sand.
Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur quel a été votre parcours professionnel après Radio Andorre, ainsi que peut-être celui de votre frère Gilles, qui était quand même aussi une figure marquante, malheureusement qui n'est plus parmi nous aujourd'hui, mais quels ont été à vous deux vos parcours professionnels après la fermeture de Radio Andorre? Donc vous m'avez dit tout à l'heure effectivement que vous avez travaillé encore un petit peu pour les héritiers de Jacques Trémoulet, notamment à Montserrat où vous avez installé la télévision, mais après vous étiez pas encore à l'âge de la retraite en 80? Non, absolument pas. Alors mon frère Gilles, lui, a travaillé pour la radio nationale, puisqu'il a créé la radio locale de Nice. Donc pour Radio France, oui, donc oui. Qui inaugurait des nouvelles radios locales en région, quoi. Il en avait créé une en Normandie, je ne sais pas trop exactement où. Et puis après, il en avait créé donc celle de Nice, qu'il a dirigée pas mal de temps. Et puis, il y a eu la période africaine aussi, où il a travaillé pour Africa. Oui. Radio Africa, oui. Africa numéro 1. Oui, Africa numéro 1, qui n'a rien à voir avec Africa Tanger. Au Gabon. Voilà. Au Gabon, voilà, c'est ça. Bon, voilà. Aujourd'hui, j'ai une pensée affectueuse pour mon frère Gilles, sans qui je n'aurais pas connu le monde de la radio. Je pense aussi à Jean Delvigne, avec qui, en dehors de notre activité professionnelle, nous avions, avec nos épouses respectives, lié des liens amicaux très forts. Gilles Marquet nous a quittés en 2012 et Jean Delvigne en 2018. Alors comme vous, ils ont été les acteurs clés de l'histoire de Radio Andorre, après la disparition de son fondateur, Jacques Trémoulet, en 1971. Et quant à vous, Jean-Louis Marquet, quel a été votre parcours professionnel après 1981 ? Quant à moi, alors que j'étais aux Antilles et que je rentrais de voyage, mon premier voyage de printemps, je ne me rappelle pas la date exacte, mais enfin c'était au début de l'été, je crois. Quand je suis arrivé à Paris, on m'a dit il faut rentrer en contact tout de suite avec RTL. Alors, à cette époque, en 83, j'avais plus beaucoup de contacts avec RTL, mais enfin, j'avais lié de bons rapports avec Robert Brizou, qui était le directeur technique de RTL. J'avais eu souvent affaire à lui quand, au cours de voyages, etc., j'allais prendre connaissance des matériels qui pouvaient nous servir, qui nous laissaient, etc. Bon. Donc, on s'était vus assez fréquemment. J'avais gardé également de bons rapports avec Léon Mac, directeur technique de la CLT. Robert Brizou me dit il faudrait que je vous voie, est-ce que vous seriez prêt à venir prendre la direction de technique d'RTL dans la mesure où je vais bientôt prendre ma retraite. Alors bon, j'ai été très surpris et puis ça demandait réflexion, bien sûr. Bon, il y avait la bénédiction de Léon Mac, qui était, comme je vous l'ai dit, le directeur technique de la CLT, qui, dans les échelons hiérarchiques de la société, est donc à un niveau un peu supérieur à celui de Robert Brizou. Donc j'ai réfléchi à la question, j'en ai parlé immédiatement aux héritiers Trémoulet, qui ont été catastrophés, c'est pas possible, etc. Et puis le chantier est en cours, et puis on a des projets pour l'avenir. Bon. Ce qui fait que j'ai fait une petite étude de ce que, d'une part, eux me proposaient, et d'autre part, de ce que me proposait la CLT. Oui. Et il va de soi que ce que me proposait la CLT était beaucoup plus intéressant. Plus intéressant, plus viable. En matière de garantie et de revenus. Bah oui. Donc, je suis allé à Paris, j'ai vu le directeur de la station à ce moment-là, c'était Jean Drucker. Oui. Et on s'est mis d'accord en condition d'attendre le 1er janvier 84, puisque je voulais avancer le chantier en cours au maximum. Ce qui fait que quand je suis rentré fin décembre,
Je suis rentré pour Noël fin décembre. Et le 1er janvier, j'étais à Paris. D'accord. Voilà, le chantier que j'avais en cours à Montserrat n'était pas tout à fait fini. Dès qu'évidemment j'avais pris la décision d'aller RTL, j'avais cherché un successeur et qui est venu un peu avant mon retour et qui a pris la suite pour finir l'installation qui était déjà très avancée. D'accord. Voilà. Très bien. Bon. Causerie en air. Avec Jean-Louis Marquet et Jean-Marc Prince. Alors, durant ces 21 ans passés à Radio Andorre, est-ce qu'il y a une anecdote particulière, ou peut-être insolite, qui n'aurait jamais été racontée et qui vous viendrait à l'esprit ? Je peux vous faire part d'une chose un peu bizarre qu'on avait reçue en 78. On a reçu dans la même journée, en décembre 78, 2 appels anonymes à Radio Andorre, dont j'ai la copie intégrale, de quelqu'un qui se présentait les forces fascistes espagnoles. En quelle année c'était ça ? En 78. 78, donc après le franquisme. Qui demandait la libération sous 30 jours des prisonniers politiques d'extrême droite. Sinon, des hôpitaux en Espagne, plus particulièrement à Barcelone, mais également en Andorre, hôpitaux et magasins auraient des attentats. D'accord. Voilà. Bon. Alors, le premier appel était pour nous demander de prévenir les autorités, la police, surtout les autres radios en Espagne. Chose que nous n'avons pas faite. Et on s'est contenté de prévenir les autorités andorranes. Oui. Voilà, c'est autrement. Et ça a été sans suite alors cette histoire ? Ça a été sans suite, heureusement. Bah oui, ça aurait pu changer considérablement le destin et le cours des choses. Bien. Jean-Louis, il me reste à vous remercier pour le temps que vous nous avez consacré et puis surtout pour votre capacité à nous avoir livré, disons, ce pan de l'histoire de Radio Andorre que vous avez vécu en première ligne durant plus de 20 ans. C'était très détaillé et documenté. Vous nous avez mieux éclairé sur des épisodes qui restaient encore un peu confus. Et puis vous nous avez aussi appris beaucoup de choses. Donc merci, profitez bien de la vie et bonne soirée. Merci Jean-Marc, au revoir. Il me reste à remercier Christian Milling qui a retransmis cette émission en ondes courtes. Et vous la retrouverez aussi en podcast sur Mixcloud et sur YouTube, ainsi que sur mon site consacré à l'histoire de Radio Andorre, où vous trouverez de nombreux documents sonores, mais aussi iconographiques, des documents inédits, des témoignages. Il vous suffit de taper en un mot akiradioandorra.com. Alors sur ces sites, vous retrouverez aussi de nombreuses archives sonores de Radio Andorre, d'autres émissions souvenirs animées par d'anciens animateurs de la station, ainsi qu'un podcast intitulé « Histoire racontée de Radio Andorre » qui retrace toute son histoire, année après année, depuis 1939 jusqu'à la fin. Nous allons maintenant nous quitter sur ce qui est pour moi véritablement un des chefs-d'œuvre des Beatles, en tous les cas certainement mon morceau préféré, A Day in the Life. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite de passer une belle soirée. Today, oh boy, about a lucky man who made the grade. And though the news was rather sad, well, I just had to laugh. I saw the photograph. He blew his mind out in a car. He
didn't notice that the lights had changed. A crowd of people stood and stared. They'd seen his face before. Nobody was really sure if he was from the House of Lords. I saw a film today, oh boy. The English army had just won the war. A crowd of people turned away, but I just had to look, having read the book. I'd love to turn you. Woke up, fell out of bed, dragged a comb across my head. Found my way downstairs and drank a cup. And looking up, I noticed I was late. Found my coat and grabbed my hat. Made the bus in seconds flat. Found my way upstairs and had a smoke. And somebody spoke and I went into a dream. Today, oh boy, 4,000 holes in Blackburn, Lancashire. And though the holes were rather small, they had to count them all. Now they know how many holes it takes to fill the Albert Hall. I'd love to turn. Radio Andorra, emisora del Principado de Andorra.